Et j'ajoute que les obsèques de Dominique Baudis auront lieu en début de semaine prochaine aux Invalides en présence du chef de l'État, François Hollande. Alors on vient de rappeler et de souligner ses multiples vies, homme de médias, homme politique et homme de culture également. À la tête de l'Institut du monde arabe, Dominique Baudis a occupé cette fonction avec passion et amour de la culture, notamment de la culture orientale. On va en parler avec notre invité ce soir, c'est le philosophe Malek Chebel. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Il avait une véritable passion pour le monde arabe, Dominique Baudis, et notamment pour le Liban, un pays qu'il considérait, disait-il, comme sa deuxième patrie. Il a d'ailleurs été reporter sur place, il a couvert la guerre. Il connaissait bien de l'intérieur la situation, les conflits qui imprègnent cette région du monde, le Proche-Orient, mais aussi sa culture, la lumière. Tout à fait. Mais avant de vous répondre, j'ai une pensée quand même pour Isabelle Baudis, qui doit souffrir en ce moment même. Et donc, et elle faisait avec lui un joli couple. Et elle l'a soutenu jusqu'à la fin de sa vie, malgré les déboires que votre reportage a rappelés. En effet, il était amoureux de la culture, il était amoureux de la lumière, d'une certaine vérité quand même aussi, parce qu'il était grand reporter au début de sa carrière, et il n'a pas oublié ses mécanismes d'équilibre, de rigueur, de professionnalisme et d'amour de cette région du monde qu'il a porté au-dessus de tout le reste. Et je pense qu'il est normal que nous lui rendions hommage collectivement pour cet amour-là. Puisque vous faites référence à cette période où il a été reporter de guerre, je vous propose d'écouter un extrait justement de l'un de ces reportages de guerre, c'était au Liban. Au pied du versant libanais du mont Hermon, à quelques kilomètres du point où s'entrecroisent les frontières libanaises, israéliennes et syriennes, Asbaya. Pour les 5000 habitants de ce village druze du sud Liban, la guerre fait partie de la vie quotidienne. Les Syriens se battent à quelques kilomètres de là, les Palestiniens ont établi leur base dans la région, les Israéliens sont proches et Asbaya fait partie de ces villages libanais auxquels les Israéliens font payer les opérations de la résistance palestinienne. Alors, on va parler de son rôle à la tête de l'Institut du monde arabe, mais Dominique Baudis, il connaissait très bien la complexité de cette région, du Proche-Orient. Et il faut connaître la complexité du monde arabe au sens large et la complexité de cette région pour pouvoir s'y risquer, si je puis dire. Et il maîtrisait ça sur le bout des doigts. Et je pense qu'il n'a pas démérité dans cette fonction, dans cette première fonction. Moi, je l'ai connu plus tard, essentiellement à l'Institut du monde arabe, en effet. Sur sa demande, je suis allé le voir. Et je peux dire ici, devant vous, qu'il y avait un avant Dominique Baudis à l'Institut du monde arabe et un après Dominique Baudis à l'Institut du monde arabe. Avant, l'Institut du monde arabe était une nébuleuse, c'était assez clanique. Et lui était contre tous les sectarismes. Il a brisé une sorte d'OPA sur cet Institut du monde arabe qui fonctionnait de manière anthropique. Et donc, quand Dominique Baudis est venu, déjà, l'Institut du monde arabe commençait à souffrir de ces maux endémiques, c'est-à-dire le manque d'argent. Et la distribution du pouvoir dans cet institut. Et lui, il a voulu remédier à ça. Il s'est battu comme un beau diable et un lion vraiment pour trouver de l'argent dans toutes les en allant dans toutes les monarchies arabes. Et il a surtout il a donné une sorte de dynamisme, de jeunesse, de modernité à l'Institut du monde arabe en son temps. Et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré vraiment. On s'est vu souvent et je l'ai beaucoup apprécié. Alors il a défendu tout cela et il a continué à défendre à la tête de l'Institut son idéal d'échange entre les peuples et les cultures. Ça lui tenait beaucoup à cœur. Il parlait souvent d'ailleurs de ponts entre les différentes cultures. Il avait une vision apaisée de ces relations. Un peu comme vous, Malek Chebel, quand vous parlez de modernité, de tolérance que vous mettez en avant dans vos livres. Vous partagez cette même conviction? Absolument, absolument. On partage une philosophie du bonheur, une philosophie du respect de l'autre, une philosophie de la dignité de soi. Parce que je peux vous dire que Dominique Baudis ne manquait pas de faire référence à ses sources aussi. Et il en avait plein conscience. Et c'est parce qu'il est vrai, parce qu'il est dans son univers, si vous voulez. Il est sincère dans son univers qu'il peut dialoguer avec les autres. Et les Arabes sont très sensibles à ça. Les peuples arabes en général sont sensibles aux gens qui leur disent la vérité, qui leur parlent simplement, qui sont directs et francs avec eux, qui ne changent pas d'opinion. Il n'a jamais changé d'opinion, il a toujours été respectueux des partenaires qu'il avait et respectueux de l'ouverture, parce qu'il voulait que la culture arabe, symbolisée par l'Institut du monde arabe, soit une culture universelle
et pas seulement réservée aux Arabes, mais au contraire qu'elle rayonne et qu'elle donne de la France une belle image. Et il a réussi, d'une certaine manière, à donner de la France une belle image également dans le monde arabe. Oui, parce que le dialogue des cultures, pour lui, ce n'était pas un concept, une formule, un slogan qu'on a l'habitude d'utiliser. Pour lui, c'était une réalité qu'il voulait amplifier, une conviction profonde. Et à l'IMA, l'Institut du monde arabe, il a œuvré en son sens, en ce sens, en vous recevant, j'imagine, et puis d'autres philosophes, intellectuels, pour représenter un peu ce rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée. Absolument. Avant Dominique Baudis, j'y avais jamais quasiment mis les pieds à l'Institut du monde arabe. Personne n'a trouvé anormal qu'on n'invite pas des gens qui sont, si vous voulez, qui travaillent sur cette question depuis tant d'années. Et lui, il a voulu ce brassage-là, et même au sein, si vous voulez, de la communauté musulmane et arabo-musulmane de France, et particulièrement de Paris, il a voulu ce brassage et ce passage et ce mouvement. Et donc, il a bien réussi parce que on se retrouve donc en s'entend à l'Institut du monde arabe et on pouvait aller prendre un café dans le coin, dialoguer, renouer les fils. Il nous a permis ça et je l'ai revu après dans son poste au droit, le défenseur des droits, à sa demande. Je suis allé à son bureau plusieurs fois et jusqu'à très récemment encore, j'avais un contact avec lui, avec sa femme. Je pense qu'il n'a jamais manqué, si vous voulez, à sa mission jusqu'à sa mort finalement, jusqu'à son dernier souffle, cette mission d'altérité, de pouvoir aider les autres et de pouvoir les écouter. J'entendais ici, il donnait des droits aux sans droits. Et c'est exactement ça. Il était assez fier. Je retiens dans son bureau un sourire et la fierté qu'il avait de dire que je suis ici à un poste précis, très privilégié, de pouvoir donner des droits à des gens qui n'en avaient pas, et il pouvait le faire. Et il était très heureux de pouvoir être au service des autres, et c'était l'image que je garde de lui. Et il l'a fait dans ses différentes vies et ses différentes fonctions. En tous les cas, merci beaucoup d'être venu, Malek Chebel. Vous nous confiez tout à l'heure, avant de rentrer sur ce plateau, votre émotion. On était ravis de vous recevoir. Je suis très touché. En plus, je l'ai appris que récemment, et c'est foudroyant, et c'est... Bon, enfin, il est parti dans la dignité, c'est ce qui compte. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci à vous.